Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour ces premières rencontres de la transformation écologique. J'espère que vous allez bien. Je me présente, Virginie Bernard, je serai votre conférencière pour la journée, mais je ne serai pas seule puisque Arnaud Kell est avec moi. Bonjour Arnaud. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi d'être ici pour une journée riche et variée. Effectivement, construire ensemble dans le Grand Est les solutions de la transformation écologique est un thème au cœur des préoccupations de tous. Et nous allons en discuter autour de diverses tables rondes. Vous retrouverez aussi en parallèle un village des solutions où start-up, jeunes pousses et autres agitateurs d'idées viendront se faire connaître et présenter leurs recherches et innovations. Alors 4 tables rondes au total, 4 thématiques et la première table ronde c'est à 9h30. Et oui, c'est avec moi avec l'acceptabilité de la transition écologique, place à l'action. Deuxième table ronde à 11h15, après une petite pause, on parlera de comment remplacer le gaz russe ou comment serons-nous surtout capables de produire une énergie verte territoriale. Et puis après une pause déjeuner, on vous reprécisera évidemment les événements pendant cette pause déjeuner avec notamment des séances de dédicaces. À 14h30, donc troisième table ronde, apporter des solutions locales au défi de la rareté des ressources. Et enfin, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 16h15 pour la dernière table ronde de la journée avec un thème redynamiser les bassins d'emploi et développer des filières non délocalisables dans l'écologie industrielle. Et je vous le disais donc, des dédicaces vous seront proposées tout au long de la journée, notamment à partir de 11h15. Sur le stand de la Pensée Sauvage, il y aura des dédicaces de François Gémen. Et puis à 13h30, donc pendant la pause déjeuner, on retrouvera également Yannick Monger qui dédicacera son ouvrage Ops, ainsi que Jean Henkens qui dédicacera Ville et climat, quel défi, quelle solution, à partir de 13h30 donc pour une série de rencontres et de dédicaces. Oui, on les retrouvera d'ailleurs dans les tables rondes. L'utilité de cette journée, c'est d'échanger et surtout de comprendre les enjeux. C'est pourquoi vous allez pouvoir poser des questions tout au long de la journée. Alors, pas n'importe comment. Il va falloir vous connecter en Wi-Fi. Alors, derrière moi va s'afficher le code Wi-Fi et un petit QR code qui vous permet d'accéder à une application qui se nomme Klaxoon. Donc, je vous invite à connecter votre téléphone en Wi-Fi, puis de scanner le QR code. Il y a un petit formulaire, nom, prénom, vous le remplissez et tout au long des tables rondes, vous allez pouvoir poser vos questions. À la fin de chaque table ronde, on aura une petite sélection de questions et on aura un petit quart d'heure pour essayer d'y répondre au mieux. Voilà, évidemment, une éventualité de participer aussi à cette journée. Je vous précise qu'il faut le flasher assez rapidement. On le repassera peut-être en cours de journée si vous n'avez pas eu le temps pour poser vos questions sur les tables rondes. Alors, les téléphones, oui, mais je vous demanderai évidemment de couper vos sonneries pour cette journée et je vous en remercie par avance. Alors, on va commencer sans plus tarder, avant de passer à la première table ronde en accueillant celui qui va nous dire quelques mots d'introduction. Merci d'accueillir sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Jean-François Nogrette, directeur de la zone France et déchets spéciaux Europe chez Veolia. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis particulièrement enthousiaste d'ouvrir avec vous cette première édition des rencontres régionales de la transformation écologique ici à Metz. Pour inaugurer ce format, nous avons souhaité réunir dans une même salle une diversité d'acteurs qui, chacun à leur niveau, font de la transformation écologique une réalité. Chez Veolia, nous avons la conviction que réussir la transition vers un monde moins carboné, moins pollué, ne réside pas entre les mains d'un acteur unique, mais que cette aventure, cette belle aventure, c'est l'affaire de tous. Voilà pourquoi vous êtes un public divers, composé d'élus locaux, d'industriels, de représentants d'associations, de start-up, d'entreprises de services, d'étudiants, de représentants d'organismes publics, privés. Vous avez tous en commun d'être intéressés, voire passionnés par les solutions pour l'écologie. Et sur cet aspect-là, je nous espère tous contagieux. Je remercie chacun et chacune des intervenants d'avoir accepté de témoigner. Et je remercie également vous, les auditeurs, de votre présence et que j'espère active. Vous avez compris, vous pourrez échanger, poser des questions tout au long de la journée auprès des panélistes. Veolia a souhaité organiser ces rencontres à l'échelle régionale, donc ici dans le Grand Est, car notre deuxième conviction est que si on veut se projeter dans de l'action concrète, c'est à l'échelle territoriale qu'on doit être capable d'agir. L'impulsion sera plus générale, politique, voire mondiale, mais c'est à l'échelle locale, à l'ancrage territorial, que l'on
pourra juger des réalisations, et c'est l'ancrage territorial qui fera la pertinence de l'action. Vous avez compris, notre journée sera rythmée par 4 tables rondes qui sont des aspects essentiels de la transformation écologique, l'acceptabilité sociale. C'est pas simple de réunir un territoire autour d'un nouvel ouvrage. On le sait tous, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu la désindustrialisation en France. Reconquérir la réindustrialisation verte, c'est un sujet politique important à l'échelle territoriale. La production de l'énergie verte, l'hiver dernier nous laisse tous à penser qu'on a des choses à faire, mais c'est un vrai sujet dont on doit s'occuper. Les réponses locales à la tension sur la ressource, là, on va le sentir, on est le premier jour de l'été qui démarre, on va le sentir bientôt sur l'eau, mais il y a également les ressources qui seront de plus en plus tendues sur les matériaux, les matières premières. Évidemment, le volet humain, qui est essentiel à mes yeux, c'est parce que l'ancrage territorial, c'est parce qu'on trouvera des talents, des gens formés, qu'on sera capable de les former tout au long de leur carrière, que les solutions écologiques vivront dans chacun des territoires. Donc, vous l'avez compris, tout au long de la journée, vous pourrez accéder à un village des solutions qui se situe à l'entrée, où sont présents des acteurs. Chacun ont une brique à apporter dans la construction d'un futur désirable. Et vous pourrez rencontrer donc les panélistes à l'occasion des séances de signature. J'espère enfin que avec cette journée, vous repartirez avec le sentiment, peut-être pas d'avoir eu des réponses à tous les défis, mais au moins avec la conviction optimiste qu'un chemin existe, que des solutions sont là, que des acteurs ont déjà lancé de très belles initiatives ici dans votre territoire, et que nous avons collectivement encore le pouvoir d'agir. Je nous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci. Merci beaucoup. J'imagine que vous allez suivre les débats d'une oreille attentive et curieuse. Arnaud, je vais te laisser retourner dans les coulisses avant de te retrouver pour la deuxième table ronde. À partir de 11h15, donc avec la thématique suivante, comment remplacer le gaz russe ou comment serons-nous capables de produire une énergie verte territoriale. 11h15 pour le rendez-vous. C'est noté. À tout à l'heure Virginie. Merci beaucoup. À tout à l'heure Arnaud, merci. En attendant d'accueillir les autres invités sur scène, je vous propose de découvrir une courte vidéo sur le baromètre de la transition et transformation écologique au cœur de la thématique des échanges à suivre. Un baromètre mondial réalisé par Veolia et Elab. J'invite les intervenants de la première table ronde, première partie et deuxième partie, à s'installer sur scène. J'en vois au premier rang. N'hésitez pas, installez-vous, Monsieur Gémen, vous pouvez me rejoindre également sur scène.
Et merci, on est dans les temps. Alors, ce baromètre de la transition écologique est une véritable mine d'informations sur la conscience d'une urgence climatique et les efforts que les Français sont prêts à faire. Ces Français qui ont encore un peu de mal à voir ce futur, l'après-transition écologique, un imaginaire encore à définir. Je vais lancer le chrono parce que nous aurons 35 minutes pour parler de cette belle thématique. Autour de moi, 3 invités de marque. Je commence par le plus jeune, Louis Fleurance. Bonjour, vous êtes étudiant en 3e année à l'École des mines de Nancy et en double diplôme à Sciences Po et Sorbonne. Bonjour. Yannick Monget, auteur, prospectiviste et artiste engagé. Bonjour. Et je vous propose d'ailleurs de prendre des petits micros. Je pense que ce sera plus facile. Il faudra vous partager les micros. 2 sur 3, vous disputez pas trop, s'il vous plaît. Et enfin, François Gémen, nous avons failli profiter d'une séance d'ouverture, mais la SNCF en aura décidé autrement. Oui, on va se rattraper dans la table ronde. Et très bien, donc je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques et membre du GIEC. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Alors ma première question, elle sera pour vous. Est-ce que pour vous, il y avait une véritable nécessité à réaliser ce baromètre? Et qu'est-ce que cela va changer en fin de compte? Mon sentiment, c'est que effectivement aujourd'hui, il y a un constat qui est largement partagé sur la réalité du changement climatique, sur la nécessité d'agir. Et j'ai envie de dire qu'il faudrait presque vivre dans une grotte aujourd'hui pour ne pas réaliser les changements profonds qui sont à l'œuvre. Mais autant nous avons une forme de consensus sur le constat, autant dès qu'on va aborder les solutions, autant dès qu'on va se demander ce qu'il faudrait faire, là, on va avoir apparaître des tensions dans la société, soit des tensions nouvelles que la question écologique fait apparaître, soit des tensions anciennes qu'elle réveille. Et donc je crois que ce qui est essentiel, et c'est un des peut-être l'intérêt majeur du baromètre, c'est de montrer ce que les gens sont prêts à faire. Quel est le niveau d'acceptabilité de certaines mesures? Où est-ce qu'il faut placer les curseurs de l'action? Et je crois que c'est ce dont nous avons véritablement besoin aujourd'hui. On sent bien qu'on est pour le moment, collectivement, dans une sorte d'état de sidération, comme si nous étions des lapins pris dans les phares d'une voiture sur une route la nuit, où l'on voit le danger arriver, mais on se demande que faire. Et moi, quand je discute avec des gens, avec des Françaises et des Français, la plupart sont très sensibilisés à la nécessité d'agir, mais se demandent toujours que faire. Et parfois, notre registre de communication à nous chercheurs, je pense, est un peu en retard par rapport à la société, où nous en sommes toujours à sonner l'alerte, alors que les gens ne veulent plus qu'on crie au feu parce qu'ils voient bien eux-mêmes la maison brûler. Ils veulent qu'on leur dise comment on peut éteindre l'incendie, comment on peut aider les pompiers, comment on peut neutraliser les pyromanes. Et vraiment, l'enjeu, je crois, aujourd'hui, c'est de mieux comprendre comment nous pouvons avancer collectivement dans la société, quels sont les projets qui vont nous réunir, nous rassembler, quels sont ceux qui vont permettre de dépasser les clivages. Et donc, je crois que c'est là que l'intérêt du baromètre véritablement réside. Oui, parce qu'on comprend cette urgence climatique. Et comment on peut la mettre en place? Pourquoi c'est si difficile? Je pense qu'on est profondément tiraillé entre ce que nous percevons comme une cause écologique à laquelle nous sommes sensibles, qui nous préoccupe, et nos intérêts. Je me souviens qu'après l'élection présidentielle, on était allé passer quelques jours en Normandie avec ma femme et mes enfants. Et nos enfants jouent sur la plage avec les enfants d'un autre couple. Et on sympathise avec ce couple. Nous finissons par aller prendre l'apéritif, puis par aller dîner avec eux à l'hôtel. C'est très français. C'est très français. Et nous parlons de politique au dîner, c'est aussi très français. Et ce couple de nous dire, spontanément, pour qui ils ont voté à l'élection présidentielle. Ils avaient voté pour Yannick Jadot et pour Emmanuel Macron. Pas du tout parce que l'homme et la femme avaient des opinions politiques différentes dans le couple, mais parce qu'en tant que couple, ils ont considéré qu'ils avaient 2 voix à leur disposition et ils ont décidé de panacher. Et je dis, c'est quand même un peu curieux, parce que au point qu'ils ne se souvenaient plus qui de l'homme ou de la femme avait voté pour Macron et qui avait voté pour Jadot. Et donc je leur dis, mais c'est un peu curieux, parce que ce sont évidemment 2 candidats honorables, l'un d'entre eux a même été élu président, mais on ne peut pas dire qu'ils présentaient exactement le même programme à l'élection présidentielle. Et ils me répondent, mais oui, on a hésité, on était longtemps tiraillés, et d'un côté, la question du climat est très importante pour nous, et on a des enfants, et donc on est vraiment
sensibles à cette question, donc c'était important de voter pour le candidat écologiste. Mais de l'autre côté, nous travaillons tous les deux dans la banque et la finance, et donc il fallait bien qu'on veille aussi à nos intérêts. Parce que l'écologie ne peut pas faire qu'un programme. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est le tiraillement dans lequel nous sommes en tant que société. Et l'enjeu, en quelque sorte, c'est de faire en sorte que ce couple, au final, ne soit plus tiraillé lors de son vote et de réconcilier une cause à laquelle nous sommes sensibles et les intérêts qui nous mobilisent. Et très souvent, je crois qu'on a l'impression que lorsque l'on va agir pour le climat, on va agir en quelque sorte pour les intérêts des autres, de la génération d'après, des populations des pays du Sud, mais on craint d'agir contre ces intérêts. Et c'est vrai que l'action climatique est très souvent présentée dans le débat public comme une suite d'efforts à réaliser, de sacrifices à consentir, voire de renoncements à accepter. C'est d'ailleurs de choses dont personne n'a fondamentalement envie. Moi, je n'aime pas faire des efforts. Je doute que vous, Virginie, ayez particulièrement envie de faire des efforts. C'est quand même un peu. Et donc, je crois qu'on le voit encore largement comme une contrainte à laquelle nous devons nous plier, et personne n'aime se plier à la contrainte, pas encore vraiment comme un projet qui va nous emmener. Et je crois que le défi, si l'on veut avancer, et ce qui nous bloque, c'est qu'on le voit comme une contrainte à laquelle on doit se plier. Et pour avancer plus loin, je pense qu'il faut absolument que nous le voyions comme un projet qui va nous emmener et qui va nous rassembler. Et je crois vraiment que c'est à l'échelle des territoires qu'on va pouvoir donner à voir ce projet, qu'on va pouvoir incarner ce projet, qu'on va pouvoir montrer aux gens pourquoi ça va leur permettre de mieux se déplacer, de mieux habiter, d'avoir des loisirs, du travail dans un monde décarboné. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens? Tant que ça restera relativement abstrait, je pense qu'on le verra comme une contrainte à laquelle nous devons nous plier. Si on peut parvenir à donner ça, à rendre ça concret, et c'est à l'échelle des territoires que ça va se passer, à ce moment-là, on pourra le voir comme un projet qui va nous emmener. Merci beaucoup pour votre vision. À propos de vision, Yannick Monget, je vous propose qu'on dévoile un petit peu votre travail sur l'écran derrière vous, des extraits de votre livre OPS. D'ailleurs, on vous retrouve pour une séance de dédicace ce midi, donc à 13h30, dans le village des solutions. Est-ce que vous pouvez nous commenter donc, les images qui vont s'afficher? Elles vont arriver, elles prennent leur temps. Oui, voilà, la voilà. Oups. On vous entend, je pense. Alors en fait, c'est oui, alors là c'est la métaphore de la fameuse maison qui brûle, qui illustre en fait le risque, alors très prégnant en ce moment, de voir les méga-feux se développer dans un contexte de sécheresse, de canicule, et de voir toucher, surtout, c'est ma plus grande peur, des agglomérations, que ce soit sur le pourtour méditerranéen, là on voit la Grèce, mais ça peut être partout dans le monde. OPS, c'est un projet en fait qui imagine le futur au travers de 120 possibilités, avec 50 personnalités qui m'ont accompagné sur le projet, qui a été patronné par l'UNESCO. Donc autant des scientifiques du GIEC, entre autres, Jean Jouzel, des personnes comme ça, que des astronautes, des explorateurs, des chefs d'État, des artistes. Et donc là, voilà. Donc là, on est sur une image. Alors, c'est pas la plus positive pour commencer la journée, mais en fait, en même temps, mon travail, c'est aussi de mettre en lumière, de montrer concrètement à quoi peuvent ressembler les menaces, les problèmes. Et je pense que les deux sont importants. Il faut comprendre aussi un ennemi avant de le combattre, donc c'est important aussi d'illustrer le vrai problème. Il y avait aussi une dimension qui était quasiment philosophique dans ce livre-là. Là, c'est un travail que j'avais fait avec, entre autres, Gilles Boeuf, sur prendre du recul par rapport à tout ça. Quelles traces voulons-nous laisser sur Terre? Qu'est-ce qui va rester après nous? Voilà, essayer de prendre un recul temporel au niveau de la civilisation, voilà, reprendre la perspective de notre responsabilité, parce que quand même, on a une responsabilité qui est énorme, à la fois sur la biodiversité, c'est un moment charnière de l'histoire, pas seulement de l'humanité, mais vraiment, on vit une crise biologique, comme on a eu des grandes crises dans le vivant, on a eu 5 principales, il y en a eu beaucoup d'autres, mais il faut prendre conscience, oui, qu'on a une très grande responsabilité dans un tournant majeur qu'on fait prendre à la planète et à son environnement. Donc ça, c'est plus de ce côté, on va dire, plus philosophique. Ça, c'est un travail avec... Le côté peut-être plus engagé. Oui, alors ça, avec la tour Trump et ce petit tag d'ailleurs, Global Warming is Fake News sur le... C'était un projet qu'on avait fait avec Michel Jarraud de l'Organisation météorologique mondiale et aussi Jean Jouzel sur la possibilité de voir un jour l'emballement de l'effet de serre
avec des effets rétroactifs se mettent en place. Et on avait fait des comparaisons avec des astrophysiciens sur la planète Vénus, qui est la planète effet de serre, qui sert de référence aussi. Voilà. Je vais passer tout de suite en fait, aux solutions, parce que c'est quand même la thématique de la journée. Moi, mon travail, c'est aussi de montrer, et j'ai été très intéressé par exemple, par un chiffre qu'on a vu dans le baromètre, enfin moi j'ai vu passer, Oui. 60% des personnes interrogées n'arrivent pas à se représenter à quoi peut ressembler ce monde de demain. Et là, je rejoins totalement François sur cette thématique-là. Il y a un besoin aussi très important de commencer à faire rêver les gens, leur montrer que l'écologie, ça peut être aussi, ça peut être sexy. C'est pas que des contraintes. Disons qu'il y aura des contraintes, mais ça peut, derrière, il faut voir à plus long terme ce que ça peut nous apporter en gain sur la santé, sur toutes ces choses-là. Il faut le mettre en balance, en fait. C'est très important de voir aussi ce côté-là. Donc là, cette vision de Paris, alors qui répond en même temps à ces problèmes de canicule, à quoi pourraient ressembler nos villes dans le futur? Ce seront forcément des villes beaucoup plus végétalisées pour lutter contre les phénomènes de canicule, d'îlots de chaleur, ces choses-là. Sur une ville comme Paris, on pourrait imaginer qu'une végétalisation complète de la ville pourrait la faire ressembler à une sorte de Babylone, d'autant plus que les toits sont à peu près à la même hauteur. Donc c'était un peu pour illustrer ça, le retour du bois aussi dans le bâtiment, ces choses-là. Un autre travail que j'ai fait avec les astronautes de l'ESA et de la NASA, c'était d'essayer d'imaginer dans OPS à quoi pourrait ressembler la planète dans le futur, mais aussi vue de l'espace, vue dans le futur et vue depuis l'espace. Là, on a une vision de l'Afrique, le continent africain, alors dans un futur, à plusieurs siècles, où on voit qu'il y a une montée des eaux, puisqu'on voit le delta du Nil, par exemple, et du côté de Dakar, qu'on a eu cette inondation, parce que c'est un phénomène qui est une inertie telle que même si demain on arrêtait effectivement nos gaz à effet de serre, de toute façon, le phénomène est engagé et il va continuer. Par contre, ça reste une image positive. On voit qu'on a réussi à végétaliser, c'est un vrai projet, une partie du Sahara. On voit que le lac Tchad, qui est un peu en bas, donc, a retrouvé sa superficie qu'il avait dans les années 60. Donc ça reste une image aussi où on voit depuis l'espace que l'homme a réussi à se mobiliser et à mener des projets. Et la dernière photo? Et la dernière qui est une sorte de métaphore, on va dire, de la situation. Vous pouvez la voir comme un crépuscule si vous êtes négatif, pessimiste, ou l'aube si vous êtes optimiste. C'est à la fois le crépuscule de cette ère des pétroles, ce côté de la crise négative qu'on a, mais une crise, c'est aussi un ensemble d'opportunités qui est matérialisé ici avec ces projets d'éoliennes hélicoïdales, voilà, dans cette image. Donc c'est un peu pour illustrer à la fois les deux aspects de la crise. Merci beaucoup de nous avoir dévoilé ces quelques photos. En tant qu'artiste, est-ce que vous vous sentiez un devoir de transmettre un message, d'interpeller, de provoquer les conscients, Oui. ou alors de pointer du doigt peut-être l'inaction? Alors le travail, moi j'ai une formation scientifique, je viens du monde de la paléontologie, mais très tôt j'ai remarqué un truc, c'est que moi il y a 20 ans de ça, quand je commençais à sortir de la fac de parler moi j'étais marqué par l'étude des crises biologiques passées, et j'ai fait le parallèle avec la crise actuelle très rapidement. J'étais frappé par le fait que quand on était en conférence et qu'on essayait d'en parler, on n'arrivait pas à toucher les gens. Et ça, en psychologie, on a des solutions. Par abus de langage, on dit qu'on a deux cerveaux, un cerveau analytique et un cerveau émotionnel. Et l'art peut être un magnifique outil pour faire la transition avec le monde scientifique. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en roman, et puis là, sur le côté artistique. Et je nous vois comme des traits d'union, les artistes, pour mieux faire passer et mieux faire comprendre, parce qu'on touche justement ce cerveau émotionnel. Avec un discours, avec juste du data, des données, on va toucher l'analytique, c'est ce qu'on va faire avec le baromètre. Mais c'est un point de départ. C'est un premier pas qui est important, mais pour que ça reste ancré et que les gens le ressentent, il faut passer par l'émotionnel. Et ça, l'art, je me suis rendu compte, était un magnifique outil. Donc c'est là-dessus que moi, en tout cas... Une réaction, François? Je pense que c'est très important, effectivement, de pouvoir mobiliser des imaginaires, et l'art est évidemment idéal pour convoquer ces imaginaires, de manière à ce que les gens puissent se représenter ce à quoi pourrait ressembler un monde décarboné. Et aujourd'hui, on est volontiers tiraillé entre plusieurs imaginaires qui sont relativement concurrents. On a un imaginaire un peu technosolutionniste où on vivrait dans un vaisseau en orbite autour de l'espace, un imaginaire un peu janséniste fait de quotas, de restrictions, de privations et de flagellations, un imaginaire un peu écolo, bobo naïf avec Max et Lily qui rouleraient tout nus à vélo dans des champs de coquelicots avant de retourner à leur permaculture. Et chacun de ces imaginaires va évidemment mobiliser une partie de la population, surtout le dernier imaginaire, bien entendu. Mais pour une bonne partie des gens, à quoi ressemblerait un monde décarboné? C'est quelque chose qu'il n'est pas évident de se représenter. On a une vision assez nette du monde vers lequel on ne voudrait pas aller, c'est celui qui est décrit dans les rapports scientifiques et aussi dans beaucoup de travaux de science-fiction, dans beaucoup d'œuvres
de science-fiction, mais on n'a pas de vision très nette du monde vers lequel on voudrait aller et de la trajectoire qui nous y emmènerait. Et donc, comme on sait là où on ne veut pas aller, on voit volontiers l'action climatique comme une contrainte pour ne pas aller là où on ne désire pas aller, mais on a beaucoup de mal à, quelque part, être emmené sur cette trajectoire parce que le monde vers lequel on voudrait aller est encore un peu flou. Et là, je crois que les imaginaires de l'art, mais également d'autres, potentiellement d'autres vecteurs de communication peuvent nous aider à construire ça. Et c'est les territoires, je le répète, qui vont pouvoir l'incarner. Je vais donner la parole à Louis Fleurance. L'art, c'est une bonne chose pour activer cette sensibilisation. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de le faire ? Oui. Alors, bon, je vais repartir un petit peu de ce qui a été dit, parce que je ne suis pas complètement d'accord avec l'entièreté des propos qui ont été tenus. Non, mais juste pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Du coup, moi, j'ai pris connaissance du baromètre ELAB. Et ce baromètre-là, il dit, en fait, je pense qu'on a une fausse idée de dire qu'il y a un consensus autour de la question climatique et surtout des responsabilités de l'homme sur cette question. Donc, le sondage ELAB, il montre un chiffre. Il montre qu'actuellement, en France, il y a 26% des sondés qui ne sont pas convaincus de l'origine humaine du réchauffement climatique. Donc 26%, je vous fais un petit calcul vite fait, c'est 1 personne sur 4. Donc c'est énorme. Et ce chiffre-là, pour moi, il masque aussi une réalité, qui est la réalité du passage à l'acte. Comme on l'a dit tout à l'heure, les gens ne sont pas encore conscients de la manière avec laquelle ils vont amorcer la transition. Et un autre chiffre du baromètre ELAB qui le souligne bien, c'est qu'il y a 36% des sondés qui considèrent que la balle est encore dans notre camp pour réduire nos impacts sur l'environnement et sur les pollutions. Donc pour moi, en fait, on est face à un double défi. Le défi, dans un premier temps, de convaincre le quart de la population restante sur les impacts de l'homme, et de l'autre côté, de transformer cette part de la population qui est climato-passive, c'est-à-dire consciente mais qui n'a pas les moyens d'agir, en une part qui va être climato-active. Donc cette part de sensibilisation, et là je partage ce qui a été dit tout à l'heure, elle passe bien évidemment par l'art, parce qu'on a toute une question à se poser sur quel imaginaire avoir, tout ce qui va être traité autour de la poésie, des images qu'on a pu voir justement dans vos travaux, qui vont avoir pour effet que les personnes puissent se représenter des nouveaux imaginaires. Mais je pense que cette sensibilisation-là, elle doit passer via quelque chose qui est multisectoriel. Parce que le changement climatique, il va impacter tous les pans de la société. Donc il faut que ça touche les personnes qui soient plus sensibles à l'art, mais il faut aussi embarquer tout le monde. Et de ce fait-là, moi, alors, j'interviens en tant qu'élève ingénieur, et je pense que les ordres de grandeur, c'est la chose qui est sûrement la plus importante pour que les gens se rendent compte, et comme vous le disiez tout à l'heure, aient les moyens d'agir et se rendent compte de quel levier activer pour amorcer la transition. Comment, moi, je vais réussir à convaincre quelqu'un de privilégier une alternative ferroviaire, donc même si ça engendre quelques problèmes avec la SNCF, comme on a pu le voir avec votre présence ce matin, mais comment je vais convaincre quelqu'un de choisir une alternative ferroviaire plutôt qu'une alternative en avion, sans que la personne soit au courant que pour kilométrage équivalent, un trajet en avion émet 100 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'en train. Pareil, on peut faire le même parallèle avec la question de la viande. Comment je vais convaincre quelqu'un de privilégier une alternative végétale si elle n'est pas au courant que 1 kg de viande de bœuf, ça émet 60 kg d'émissions de gaz à effet de serre équivalent. Et on a l'impression que la jeune génération est très consciente. Pareil, ça pour moi, c'est encore une fois une autre idée reçue. Donc là, je vais changer d'échelle et passer sur la version monde qui a été faite du baromètre ELAB. Il y a quelque chose qui a été très bien fait sur ce baromètre-là. Ça a été pour chaque question qui a été posée de prendre un indicateur pour la population générale dans toutes les classes d'âge et un indicateur sur les 18-24 ans. Et en fait, quand on regarde les réponses à ce sondage-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de changement drastique sur la proportion des réponses entre ces différentes classes d'âge-là. Pour vous donner un exemple très concret, et qui me fait vraiment très peur, moi, à titre personnel, sur la question de la réalité du réchauffement climatique, on a 11% de la population sondée, donc cette fois-là dans le monde, qui considère qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, et on a 17% des 18-24 ans qui considèrent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Donc on a un écart de 6 points, et ça prouve qu'en fait la jeunesse, quoi qu'on puisse en dire, elle n'est pas forcément plus consciente
et pas plus sensibilisée sur ces questions-là. En fait, moi, ce que je tends à dire et ce que j'observe au quotidien quand je parle à des amis ou même quand je regarde les médias, c'est qu'on a une jeunesse qui va à double vitesse sur la question écologique. On a d'un côté une jeunesse qui va être hyper sensibilisée, qui va décider de mettre ses études sur la question, une jeunesse dans laquelle moi je me reconnais personnellement et qui va être incarnée par un peu des étendards comme Camille Etienne ou comme Greta Thunberg. Et de l'autre côté, on a une jeunesse qui va, alors je ne vais pas dire apathique, parce que le mot est quand même peut-être un peu fort. Non, mais assez consommatrice. Mais ouais, une jeunesse en fait qui est complètement déconcernée sur ces questions-là et qui est très consommatrice, qui continue à consommer de l'ultra fast fashion, à se déplacer en avion, etc. Et ça, je pense que ça passe par la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on voit que cette jeunesse hyper investie, c'est souvent la jeunesse qui est la plus sensibilisée pédagogiquement, c'est souvent la jeunesse qui est la plus diplômée. Et cette question-là, à mon avis, elle se résout par la pédagogie. Et c'est le parti pris qu'a pris l'école des mines de Nancy il y a maintenant quelques années et qui s'est accentué avec la création de la cellule transformation socio-écologique dans laquelle je fais partie, qui a pour objectif de modifier complètement la maquette pédagogique de l'école en y intégrant plus de 200 heures à horizon 2026 qui vont être consacrées aux enjeux de la transition socio-écologique. Et du coup, je ne vais pas uniquement prêcher pour ma propre paroisse. Et par exemple, Monsieur Gémen, vous pourriez aussi nous parler d'initiatives qui ont été mises à Sciences Po parce que vous êtes un professeur qui a été mobilisé sur ces questions-là et sur la réforme et la réflexion qui est faite au niveau des maquettes pédagogiques. Non, et c'est vrai que toutes les universités et grandes écoles aujourd'hui en France transforment leur cursus largement, il faut le dire, sur demande ou sous pression des étudiants pour que ces questions, à la fois pour développer des masters et des filières spécialisées qui vont former des gens qui vont travailler dans cette économie décarbonée de demain, et puis aussi des cours de première ou de deuxième année dans le tronc commun qui sont obligatoires pour tous pour que ces questions écologiques qui jusqu'ici étaient dans des cours optionnels et donc étaient considérés comme optionnels ou accessoires par rapport à une formation standard, fassent véritablement partie du tronc commun et des enseignements élémentaires. Mais ce qui a été dit sur la jeunesse est très important aussi parce que parfois j'ai l'impression qu'on fantasme un peu sur cette jeunesse et que parfois, notamment les gens qui ont 40, 50, 60 ans, comptent beaucoup sur la nouvelle génération pour faire mieux et parfois s'en remettent à la génération d'après, ce qui d'abord fait peser un poids disproportionné sur ses épaules, je confirme. ce qui va engendrer une perte de temps considérable parce qu'il faudra encore 15 ou 20 ans avant que des gens comme Louis ne soient dans des postes de décision à responsabilité. Et on n'a pas le temps d'attendre 15 ou 20 ans. Et aussi parce que la jeunesse n'est pas celle qu'on croit. Et vraiment, le sondage et là, le baromètre confirment toutes les enquêtes d'opinion qui montrent qu'il n'y a pas particulièrement une conscientisation plus forte des jeunes par rapport à d'autres classes d'âge. Il y a bien entendu une jeunesse très mobilisée, très visible, effectivement dans des manifestations, dans des contestations, mais il y a aussi une autre jeunesse qui n'est ni plus ni moins mobilisée que le reste de la population, et c'est très important d'en tenir compte aussi. Donc on est vraiment dans le fantasme de l'ado rebelle écolo. Il n'y a pas de génération climat. Pour dire les choses plates. Yannick Monget, on le voit bien, les blocages peuvent être liés à énormément de facteurs, le pouvoir d'achat, la culture, les habitudes. Comment on fait pour faire tomber ces barrières individuelles pour rendre une vision plus collective ? Tout passe par l'éducation, la communication en fait. Moi je regrette, alors je suis étonné sur l'histoire du baromètre, que ça n'a pas été fait plus avant. Il n'y a pas eu de baromètre comme ça, c'est la première fois que ça s'est fait ou ? Il y a des sondages d'opinion qui sont faits régulièrement et ces questions-là, enfin, on est au courant. Moi, c'est pas la première fois que j'entends dire qu'il y a encore un quart de la population qui n'est pas consciente. Ouais, parce que moi, ça me paraît comme un élément important de la mise en place d'une stratégie, de comprendre ces choses-là. Enfin, il arrive un peu tard, c'est ça que vous voulez dire ? Pardon ? Ce baromètre arrive un peu tard ? Bon, il arrive et soyons contents qu'il soit là. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous mettez en place une stratégie, les questions qui ont été posées, que j'ai vues sur le baromètre, enfin, il me semble évident qu'il fallait peut-être commencer par se les poser peut-être avant, pour justement adapter la stratégie, voir où ça bloquait, effectivement, et pouvoir adapter la réponse. Mais l'intérêt du baromètre, c'est aussi qu'ils ont posé les mêmes questions dans de nombreux pays. Ce n'est pas le premier sondage sur la question, évidemment, mais celui-ci est très standardisé à l'échelle mondiale et c'est ça qui le rend très intéressant. Oui, là, il y a un Focus France, c'est vrai. En parlant de ce baromètre, 23% des Français pensent qu'il faut avant tout mettre en place des solutions technologiques. C'est une question pour Louis. En tant qu'ingénieur, la réponse des solutions techniques au service du sauvetage écologique est-elle pour vous
utopique? Alors, je vais répondre. Vaste question. Je vais répondre de manière un peu cash à la question parce que j'ai un avis qui est très tranché. Oui, c'est complètement utopique. Et je pense que la question du technosolutionnisme, c'est l'un des arguments les plus dangereux qui sont utilisés pour justifier l'inaction. Donc je vais illustrer un petit peu mon propos. Déjà là, autour de cette table ronde, on discute de l'aspect du dérèglement climatique. Le dérèglement climatique est un problème environnemental, mais il fait partie d'une multitude d'autres problématiques environnementales que le monde subit actuellement. On ne va pas tout régler en réglant le problème du climat. Le climat se réglera peut-être avec des solutions techniques, mais on a encore une pléiade d'autres questions environnementales qui restent à régler. Pour paraphraser Aurélien Barraud, très médiatisé à ce sujet-là, même si j'arrive à raser la forêt amazonienne pour la transformer en parking de supermarché avec un bulldozer électrique neutre en émissions, au final, le résultat il sera le même. C'est-à-dire que j'aurais quand même rasé la forêt amazonienne et j'aurais quand même transformé en un immense parking de supermarché. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va avoir aussi un conflit d'usage. Moi, en tant qu'ingénieur qui maîtrise les ordres de grandeur, j'ai du mal à comprendre comment on peut justifier qu'on va réussir à électrifier la mobilité, qu'on va réussir à électrifier toutes nos villes, qu'on va réussir à décarboner notre industrie avec de l'hydrogène vert qui sera produit avec de l'électricité verte, qu'on va réussir à la mobiliser dans les mobilités lourdes. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Il y a aussi un problème qui se pose avec l'effet rebond. C'est-à-dire qu'il y a une efficacité technologique qui s'est faite sur différents moyens de production ces dernières années, et elle a été systématiquement accompagnée d'une hausse de la consommation, d'une hausse des volumes, qui fait que l'effet global de l'efficacité a été compensé, et que nos émissions et que notre impact environnemental en tant que tel a toujours augmenté. Et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est sur la question d'effet parc, c'est-à-dire de mise à l'échelle de nos solutions. On a entendu Emmanuel Macron au Bourget ces derniers temps, ces derniers jours plutôt, nous parler de la décarbonation de l'aviation qui passerait uniquement par des solutions techniques, donc l'introduction de carburants SAF, donc issus de la biomasse ou de l'hydrogène. Airbus le dit lui-même, l'avion à hydrogène, ce n'est pas avant 2035. Le premier avion, et avant que ce soit mis à l'échelle, ce n'est pas avant 2050. On n'a pas le temps, et c'est ce que François Gimène le disait très bien tout à l'heure, on n'a pas le temps d'attendre ces échéances de temps-là avant d'agir. Donc, moi, ce que j'ai tendance à dire pour contrer la question du technosolutionnisme, c'est que oui, évidemment, il va falloir mettre en place des questions techniques, il va falloir remobiliser des ingénieurs pour redévelopper et redynamiser des questions de filières plus vertueuses et plus neutres, mais il y a un mot à garder en tête, c'est la sobriété. Et sobriété, ce n'est pas égal à efficacité énergétique. Sobriété, ça veut dire on réduit notre consommation et on se concentre sur ce qui est utile et ce qui est nécessaire. Et après, une fois qu'on a fait cet effort de sobriété, qu'on a fait cet effort de se concentrer sur nos besoins en tant que tels, là, on met en place des solutions efficaces pour réduire encore nos impacts sur ce qui reste incompressible. Une réaction, François ? Non, je pense que dans le débat public, on a très souvent tendance à avoir une vision binaire des choses, et notamment à opposer, par exemple, les questions de sobriété et d'efficacité énergétique. Si je prends le cas des mobilités, prenons la mobilité la plus immédiate, celle de la voiture, il va évidemment falloir que nous repensions notre usage de la voiture. Le fait que quasiment la moitié des déplacements en voiture soient réalisés pour des déplacements de moins de 2 km n'a plus aucun sens. Et donc chacun réalise bien qu'il va non seulement falloir qu'on utilise moins notre voiture, que les voitures soient davantage partagées, qu'il va falloir basculer vers d'autres modes de transport, mais aussi que pour les trajets qu'on continuera à réaliser en voiture, il va falloir qu'on conduise aussi des voitures moins polluantes, et donc en l'occurrence pour le moment des voitures électriques. Et donc il va falloir et de la sobriété et de l'efficacité. Idem pour les trajets en avion. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, un certain nombre de vols court courrier ou moyen courrier n'ont plus de sens, peuvent être réalisés autrement, qu'un certain nombre de déplacements n'ont peut-être plus de sens, et donc il faut évidemment réduire notre usage de l'avion. Il va également falloir optimiser par rapport aux trajectoires, par rapport au design des aéroports, notamment la consommation de carburant des avions. Et pour les avions qui vont rester, je pense notamment aux vols long courrier, parce qu'aujourd'hui, il semble difficile de réaliser ces trajets autrement qu'en avion, eh bien, il va falloir des avions plus performants et donc potentiellement des avions à l'hydrogène avec des carburants alternatifs, etc. Il va falloir les deux. Il va falloir à la fois sobriété et efficacité énergétique. Et je crois que c'est le cas dans beaucoup d'aspects du débat public. On va souvent opposer énergie nucléaire et énergie renouvelable, par exemple. Là encore, je pense qu'il va nous falloir les deux. Et donc, je pense que vraiment, il faut sortir d'une vision parfois un peu
binaire qu'on a des enjeux pour réaliser qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le luxe de choisir entre sobriété et efficacité, entre atténuation ou adaptation. Il va falloir faire les deux ensemble et le plus vite possible. Mais politiquement, ce n'est pas facile à mettre en place. On se souvient de la crise des gilets jaunes, la taxe carbone, la limitation de vitesse. Tout cela avait quand même crispé la population. Absolument. Et pourquoi est-ce que ça avait crispé la population? Parce qu'on n'avait pas passé la question de l'équité au centre de ces politiques. Pourquoi est-ce que les gens n'acceptaient pas certaines mesures? Parce qu'elles avaient l'impression qu'elles étaient inéquitables, parce qu'elles avaient l'impression de devoir porter seules le fardeau de l'action climatique. Et donc je crois que la question de l'équité, et c'est aussi ce qui est souligné dans le dernier rapport de Jean Pisani-Ferry, la question de l'équité est fondamentale, pas seulement comme principe moral, mais aussi comme principe d'efficacité. Si vous essayez de mettre en place des politiques environnementales qui soient perçues ou qui soient réellement comme inéquitables, eh bien ça ne fonctionnera pas, ça sera rejeté par la population et ça sera pire que tout. Je vous donne un exemple de l'effet qu'a eu la crise des Gilets jaunes. Très clairement, on sait bien que la crise des Gilets jaunes catalysait un certain nombre de ressentiments, d'aigreur, de colère vis-à-vis des institutions de la République, mais la manière dont elle a été perçue à l'étranger, c'est comme une révolte contre un début de taxe carbone. Et tous les autres chefs d'État, dans les négociations internationales, se sont dit « Attention, regardez ce qu'ils ont fait en France. Ils ont commencé à essayer de mettre en place une taxe carbone et il y a eu un mouvement de quasi-révolte de la population. » Et c'est-à-dire que les années perdues à cause des Gilets jaunes pour la mise en place d'une taxe carbone au niveau européen, au niveau mondial, c'est de l'ordre de 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans. Et donc l'effet de ce qui est quand même à l'échelle mondiale une petite crise de peu d'importance, l'effet, ça a été de retarder la mise en place d'une taxe carbone de plusieurs années. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention à cette question de l'équité. Et être conscient de l'acceptabilité aussi de chacun. Bien entendu. Une réaction, Yannick ? Je partage totalement les avis qui ont été donnés. On pourrait citer effectivement, pour dire l'exemple on nous parle d'aviation effectivement qui est moins consommatrice et en même temps on apprend qu'il y a 500 Airbus qui sont commandés par l'Inde. Mais effectivement, moi je pense qu'il n'y a pas une solution miracle, ça faut bien le comprendre. Elles sont dans plein de domaines différents. Je pense qu'il est très dangereux effectivement de miser que sur la technologie. C'est pas la technologie qui va tout résoudre, ça me paraît une évidence. Il faut agir absolument à tous les niveaux de la société. On parlait de l'éducation tout à l'heure parce que c'est un des domaines sur lesquels je travaille beaucoup et c'est pour moi essentiel aussi. Je suis très aussi en parfait accord sur la problématique aussi temporelle effectivement. C'est-à-dire qu'on a vraiment une urgence absolue. Alors je sais pas, des fois on a l'impression que nos élus ne comprennent pas ce mot-là, urgence. C'est vrai que on nous parle sur le nucléaire ou sur d'autres, on est obligé d'aborder ça sur des questions très longues avec des réacteurs qui pourraient venir par exemple dans 15 ans. Mais le problème, c'est que c'est aujourd'hui qu'il faut mettre en place ces solutions-là. Et dans tous les domaines de la société, il ne faut effectivement pas opposer, je pense, l'un à l'autre. Je pense que les ingénieurs ont leur rôle à jouer parfaitement. J'interviens, j'ai vu avec des gens, des ingénieurs de chez PSA ou autres, on a discuté justement des moteurs. Ils ont leur rôle à prendre, mais ça serait très dangereux, non seulement de faire reposer tout sur leurs épaules, ça serait aussi effectivement, je suis tout à fait d'accord, dangereux de compter sur les générations à venir qui arriveront trop tard. C'est les décideurs, ceux qui aujourd'hui ont la possibilité, le pouvoir de faire changer les choses en premier lieu, c'est notre génération finalement, avec François. C'est-à-dire, moi, le président a 2 ans plus que moi, c'est cette génération-là qui a les clés. La génération suivante, le problème, c'est que si nous, on ne réussit pas, elle ne pourra a fortiori ne rien faire. Ça Chacun sera beaucoup ses trop tard. responsabilités. Merci beaucoup. Je vais passer de l'autre côté de cette table ronde. Abandonnez-nous. Oui, je suis bien obligée. Mais j'adorerais continuer à discuter avec vous, vous imaginez bien. Mais je suis pressée par le temps, donc je vais de l'autre côté. Et en attendant, je vous propose de découvrir une courte vidéo.
Et je me retrouve en compagnie de Jean-Philippe Cavelier, vice-président délégué à la transition écologique à la CCI Grand Est. Bonjour. Charlie Lalo, directeur général l'Europe. Bonjour. Et enfin, Jean Engens, économiste, urbaniste, spécialiste des stratégies urbaines et de la prospective territoriale, auteur et lauréat du prix du livre de l'environnement 2020. Et vous êtes en dédicace ce midi à 13h pour le livre Ville et climat, quels défis, quelles solutions. Est-ce que vous allez bien, messieurs? Pas facile de ne pas prononcer un mot pendant 35 minutes avec ces débats si intéressants. Tout à fait. Vous avez une réaction peut-être, Charlie, pour commencer? Eh ben moi, je trouve finalement l'intervention de Louis extrêmement intéressante et ça fait écho à plusieurs interventions que j'ai pu faire au niveau des écoles d'ingénieurs et puis même Sciences Po Paris. Alors pour vous dire, en général, je commence par quelques questions à main levée. Ça fait un petit peu bouger, c'est mon côté facétieux. Et je leur demande, selon eux, est-ce qu'on pourra atteindre les objectifs du GIEC? Alors les ingénieurs en général, ils sont 6 sur 100 à lever la main. Il y a peut-être le côté technoscientifique. Sciences Po, Paris, un seul. Je leur pose la question, est-ce qu'ils pensent que Kim Kardashian est la réincarnation ratée d'une ampoule qui aurait refusé d'éclairer Chuck Norris? Ça, c'est aussi pour les réveiller. J'ai toujours 3 petits malins qui lèvent la main. 3 fois plus que ceux qui pensent qu'on pourra atteindre justement les objectifs du GIEC. Et alors, il y a un point qui est quand même assez particulier, c'est la mise en action. C'est-à-dire que l'ensemble de ces ingénieurs ou de ces étudiants en sciences politiques se disent « moi, je veux m'engager dans cette transformation, mais je ne vois pas comment mon entrée dans la vie active, et notamment dans une entreprise, permettra de participer pleinement à ces transformations ». Et il y a une perception qui est quand même assez particulière, c'est que l'entreprise, allez, on va dire la PME, donc qui compose quand même avec ETI une bonne partie du territoire qui n'a pas conscience de ce qui est en train de se passer. Bon, modulo la partie de ceux qui sont un petit peu durs sur la partie, et cette partie-là est extrêmement intéressante, elle est trompeuse. En fait, on a énormément de dirigeants d'entreprise qui veulent agir là-dedans, mais pour vous donner un chiffre, et puis pour les dirigeants qui sont dans la salle vont s'y reconnaître, jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et encore je suis large, finalement, on n'a pas un directeur énergie, c'est pas rentable, on n'a pas un directeur de gestion du cycle de l'eau. Toutes ces questions-là, finalement, ne permettent pas à certaines de ces entreprises de savoir dans quelle direction aller. Et en général, quand on leur parle de toutes les stimulations que l'on fait en écologie industrielle, sur la gestion du cycle de l'eau, avec l'ensemble des partenaires qui sont ici, sur du stockage de CO2 qui se passe juste à côté de chez eux, alors ils nous regardent avec des yeux un petit peu plus ouverts en se disant ça ne concerne pas que certaines entreprises, on a tendance à avoir une focale sur les très gros, et en fait, il y a toute une opportunité pour ces ingénieurs sur ces nouveaux métiers qui vont être assez techniques. On n'est pas sur du disruptif, hein. On est juste sur des ingénieurs qui vont devoir être malins parce qu'il existe des choses sur étagère, mais quand on va devoir les utiliser d'une manière un peu différente, en alliant sobriété et à la fois efficacité, eh ben, il va falloir d'une certaine manière être un petit peu innovant dans le bon sens du terme. Merci beaucoup. Je vais poser une petite question à Jean, qui est juste à côté de vous, parlant du baromètre. Là, on parle de solutions, mais le contexte, et on le voit bien dans le baromètre, c'est 91% des Français qui partagent la certitude qu'un dérèglement climatique est en cours. On en a parlé dans la première partie. Pour autant, est-ce que le Français est assez écolo? Est-ce qu'il est plutôt bon élève? Alors, il y a une étude très intéressante que je voulais citer qui vient complémenter l'approche Veolia, qui est de Philippe Coulangeon et d'autres auteurs, qui s'appelle « La conversion écologique des Français » et qui est sortie en janvier 2023, donc c'est assez récent. Et elle montre que la société française, en fait, se répartit à peu près entre 4 catégories. Les premiers, ils appellent les écolo-consuméristes, c'est des gens qui sont écolo-convaincus et qui ont réellement changé leurs approches de consommation personnelle. Et le deuxième, c'est ce qu'ils appellent les écolo-mondialistes, c'est des gens qui ont changé un peu au quotidien leur assiette, mais qui continuent à voyager parce qu'ils aiment voyager dans le monde. Donc finalement, ils ont une modification de leur comportement qui est relativement marginale. La troisième catégorie, c'est les consuméristes assumés. Alors eux, ils sont souvent climato-sceptiques, en tout cas, ils n'ont pas du tout changé leur mode de vie, ils n'ont aucune envie d'en changer. Et la quatrième catégorie, c'est finalement les ménages à faible revenu qui sont économes par défaut, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas voyager loin, mais qui sont économes mais pas convaincus. Voilà en gros le paysage. Alors effectivement, pour les
les stratégies de transition, ça veut dire qu'il va falloir avoir des approches différentes suivant les 4 catégories. Alors, à la décharge des Français, par exemple, les messages ont quand même souvent été brouillés. On parlait d'éolien, on parlait de nucléaire, on voit, la voiture électrique aussi a fait débat au final, alors on ne s'y retrouve plus vraiment. N'ont pas du tout aidé à clarifier, même lors de la dernière campagne présidentielle, à clarifier l'offre politique. Hein. D'ailleurs, sans se lancer dans la politique, on voit bien que par rapport aux 25% qui sont prêts à changer, qui sont vraiment convaincus et prêts à changer leur mode de vie, le Parti écologiste n'a fait que moins de 5%. Donc on voit bien qu'il y a une perte en ligne énorme aujourd'hui entre l'attente écologique des Français et les offres qui permettent de les correspondre. Et quels enjeux représentent les consommations urbaines par rapport aux défis climatiques? Alors, les consommations urbaines, aujourd'hui, c'est entre ce qu'on appelle habitat, transport et production des lieux d'habitat et production des outils de transport, c'est entre 50 et 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est énorme. Et en plus, si vous voulez, ça peut varier. Il y a des marges de manœuvre très importantes. Aujourd'hui, les villes européennes consomment 2 fois moins d'énergie que les villes nord-américaines. Et on pourrait encore diviser par 2 la consommation habitat-transport des villes, ou même plus des villes européennes. Donc là, il y a un enjeu très important. Et en plus, si vous voulez, je crois que c'est à l'échelon des collectivités locales que vont se jouer, ce qui a été dit dans la table ronde précédente, la gestion de modification des comportements. Parce qu'on ne pourra pas décréter du haut de l'État un certain nombre de modifications. Je prends un exemple, en 2021, la ministre du Logement, Madame Wargon, avait décidé que la maison individuelle, c'était une catastrophe écologique, un non-sens écologique, pardon, je l'ai cité. Oui, un secteur qui ne va pas bien. Et donc, c'est quand même le mode d'habitat de 57% des Français. Et donc, balancer une affirmation de ce type, c'est complètement contre-productif. C'est la meilleure façon, enfin, c'est créer des gilets jaunes du logement, quoi, si vous voulez. Chaque annonce se prépare, on doit préparer psychologiquement, économiquement. François Gémen tout à l'heure, c'est qu'il faut jouer sur tous les critères, il faut jouer sur plusieurs critères, sur plusieurs leviers. Et je vais citer un exemple qui est la ville de Copenhague, qui a fait passer la population roulant en vélo de 10 à 40% en moins de 15 ans. Et ils ont joué à la fois sur de la fiscalité, sur des aménagements urbains, des pistes cyclables, sur des cours de vélo à l'école, et sur une culture du vélo qui est par exemple avec des messages en roulant en vélo, c'est jeune, c'est sain. Et aussi sur des œuvres d'art. Il y a des compilations à Copenhague, vous avez des sculptures avec des vélos, des capes de vélo. Et donc, quand vous interrogez les habitants de Copenhague sur le fait de rouler en vélo, ils ne se considèrent pas du tout comme des militants écolos. Ils disent, moi, c'est bon pour ma santé, ça me coûte moins cher, et en plus, Copenhague est une ville exemplaire sur le plan écologique. Donc, vous voyez, oui, mais par exemple, c'est plus facile quand le paysage est plat. On sent la grande sportive en moi derrière cette question. Du vélo électrique. Non, mais c'est vrai. Mais en France, à Strasbourg, le paysage est plat, et qui est une ville exemplaire, on est à 8% ou 9% de déplacement urbain, on n'est pas à 40%, si vous voulez. Donc il y a quand même une avance de cette ville, Copenhague, sur le vélo, qu'on ne trouve pas ailleurs, mais on peut avoir d'autres avances sur d'autres domaines. Donc c'est très important, je crois, de jouer sur plusieurs leviers. Je peux prendre un autre exemple qui est les comportements alimentaires. Bon, des villes comme Nantes jouent à la fois sur des repas bio dans les cantines scolaires et les cantines des hôpitaux, mais en même temps passent des accords avec des agriculteurs locaux qui vont produire, qui vont faire des contrats à long terme de production de fruits, de légumes et fruits écologiques, si vous voulez. Et vous avez par exemple, j'ai visité des écoles à Helsinki où on apprend aux enfants à cuisiner bio, à cuisiner diététique, et ce sont leurs copains de classe qui dégustent. Donc vous voyez, c'est par une synergie, je suis convaincu que c'est par une synergie de leviers qu'on arrive à déclencher des changements de comportement, et que cette synergie de leviers, elle se joue beaucoup plus facilement à l'échelon local. En parlant de synergie de leviers, on imagine que les entreprises ont leur rôle à jouer. Je m'adresse à vous, Jean-Philippe. Est-ce que les CCI auront ou ont déjà un rôle à jouer ? Alors, je vais vous répondre une petite correction. Je suis directeur général donc, de la CCI de l'Aube. Plaisir d'animer l'équipe transition écologique, mais je ne suis pas vice-président. Et j'en profite pour excuser Jean-Paul Asler, donc président de CCI Grand Est, qui pour des raisons de santé n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Donc oui, bien sûr, les entreprises ont un rôle à jouer, les CCI en particulier pour les accompagner. Alors c'est
c'est pas un mouvement récent, conjoncturel. On en parlait avec mon voisin qui a un parcours dans les chambres consulaires et qui disait qu'à déjà à l'époque, effectivement, le sujet était abordé. On parlait de développement durable, mais sans doute qu'effectivement, la lecture et l'attention portée par les chefs d'entreprise a aussi évolué, comme elle évolue, je dirais, dans la mentalité de tout à chacun, des citoyens également. Donc les CCI en particulier accompagnent les entreprises dans à la fois des actions de sensibilisation. Il y a un travail encore important à faire sur ces sujets, même si l'actualité a produit ses effets auprès des entreprises, mais aussi sur un travail de diagnostic qu'on réalise auprès des entreprises pour évaluer sa maturité en matière de transition écologique. D'ailleurs, même le terme évolue. On parle beaucoup, nous, de transition. On voit bien que le thème aujourd'hui, c'est la transformation. Donc, il y a déjà un degré d'urgence dans la terminologie qui est mise en place. Et donc, on accompagne les entreprises, toutes les entreprises, sur ces sujets, avec, pour certaines d'entre elles, effectivement, une volonté de faire sans forcément avoir de feuille de route bien déterminée. C'est quoi le chemin? C'est un petit peu difficile. D'autres qui sont peut-être davantage structurés, c'est ce qu'évoquait mon collègue tout à l'heure, effectivement, c'est avec une structuration, avec une stratégie qui est plus établie. Et à gérer à chaque niveau, peu importe la taille de l'entreprise, son secteur d'activité, on a des éléments à apporter, techniques, concrets, empiriques. Récemment, on a beaucoup été sollicité sur les factures énergétiques, analyse de factures, visite énergie dans les entreprises, mais on réalise aussi des visites matières et déchets au sein des entreprises pour faire à la fois un diagnostic et un plan d'action, des recommandations, et orienter vers l'ensemble des acteurs qui peuvent apporter une contribution aux entreprises engagées dans cette démarche. Et vous devez encore convaincre ces entreprises ou elles sont en attente de solutions? Alors, convaincre, je ne sais pas. Je pense qu'il y a sans doute une difficulté, mais ça a été évoqué dans la précédente table ronde, à appréhender la réalité des enjeux. Et je pense, je fais un peu le parallèle avec la crise Covid. Les premiers jours du mois de mars, crise Covid, on entend beaucoup de débats sur la marche à suivre, etc. Et je pense qu'on est encore à ce niveau-là, sur le volet de transition écologique, même s'il y a une prise de conscience forte, mais je pense qu'il manque une trajectoire, même si elle n'est pas unique, on l'a dit aussi tout à l'heure, mais il faut sécuriser les 5, 10, 15, 20 ans pour aussi donner un cadre rassurant aussi aux entreprises, leur permettant d'investir demain et engager les actions plutôt long terme. D'ailleurs, les habitudes, on la vie dure. Votre parallèle avec le Covid est intéressant. On pensait que la bise, c'était fini, elle allait disparaître. Et on reprend la bise pour se dire bonjour, notamment nous les femmes. Charlie, qu'est-ce qu'on entend par principe de stimulation dans l'écologie industrielle? Finalement, la stimulation, nous, c'est vraiment notre modèle. Alors, on a décidé au niveau de l'Agence de développement économique, et apparemment il semblerait que ce soit une originalité française, d'avoir un service transition dédié qui permettent d'aller stimuler. Alors je m'explique, vous avez vu, vous avez en fait un certain nombre de partenaires. Par exemple, les équipes de Jean-Philippe sont particulièrement efficaces dès qu'elles interviennent dans une entreprise. Vous avez des dispositifs de l'ADEME, vous avez des dispositifs de l'Agence de l'eau, la région qui est forte là-dessus et l'État. Donc vous avez tout un tas finalement d'outils qui permettent d'y aller. Par contre, il y a un effet volume. Je vous donne un exemple. Sur l'Agence de développement économique, par an, on voit à peu près 800 entreprises. Sur ces 800 entreprises que l'on voit et qui vont nous contacter pour un modèle économique, principe de rentabilité, etc., peut-être un développement à l'export, où on va notamment mobiliser les équipes des chambres, très peu vont penser spontanément à générer un projet de transition, d'écologie industrielle. Et en fait, à ce niveau-là, nous, on se rend compte que sur les 800, il y en a peut-être 500 qu'on peut suggérer et qu'on peut pousser vers un projet de transition, en leur montrant qu'on peut faire de la transformation rentable, avec des retours sur investissement qui vont être de 6 ans actuellement. C'est la folie. C'est comme ça qu'on les appâte, avec la rentabilité quand même. Toujours, toujours. Quand on est arrivé au départ sur cette mission, avec mon collaborateur qui est Loïc, qui est responsable du service, on avait un peu l'impression d'avoir des bonnets péruviens. Et on nous regardait comme si on arrivait... C'était une mission qui a commencé en Terre de Lorraine il y a à peu près 4 ans, avant Ukraine, Covid, etc. Et en fait, on a attaqué tout de suite sous l'angle de la rentabilité, en disant qu'on pouvait se transformer et on pouvait être efficace avec une empreinte sur les ressources qui allait être beaucoup moins importante,
tout en assurant cette transformation-là. Et une fois qu'on a capté les 400 ou 500, eh ben on les envoie vers l'ensemble des partenaires pour qu'ils puissent agir. Mais en fait, nous, on a le sentiment, et là on intervient sur plusieurs territoires de France en donnant carrément notre modèle. Je pense que dans la transformation, un des pires ennemis de la transformation, c'est l'ego. Donc de se dire, tiens, sur notre territoire, parce que pour vous donner des chiffres, sur notre territoire, il y a 17 fois plus de projets de transition écologique que dans les autres territoires équivalents. Donc il y a quelque chose qui se passe dans cette stimulation, et on essaye finalement de donner ce modèle à d'autres agences de développement économique et structures qui pourraient faire cette pré-stimulation qui viendrait alimenter l'ensemble des partenaires qui vont intervenir dans ces champs d'action. D'ailleurs, vous incitez les entreprises à travailler ensemble, à vivre dans un écosystème et pas seulement chacun dans son coin avec son propre ego, justement, peut-être. Oui, effectivement, je dirais globalement, il faut que les entreprises vivent dans leur système, dans leur écosystème, c'est important. Et la crise de l'Ukraine, de l'approvisionnement, a rappelé aussi tous les enjeux finalement de cette économie circulaire, mais finalement du bon sens aussi économique que nous devons viser. Et effectivement, il y a un point important de partage, d'échange. On a mis en place, le territoire Aubois a mis en place une action de covoiturage avec des facilités offertes aux chefs d'entreprise, et on a mené une étude au sein de la CCI de l'Aube pour les interroger sur la mobilité et les freins. Et un des freins était de se dire, c'est très bien le covoiturage, mais je n'y vais pas parce que je n'ai pas confiance ou je ne connais pas la personne avec qui je vais monter dans le véhicule. Et finalement, quand on a des associations de zones d'activité qui sont des lieux de vie, de rencontre, de partage, on va partager des projets économiques, des achats d'énergie groupés, des choses comme ça, mais on va aussi créer des conditions de rencontre, d'échange entre salariés d'entreprise, et finalement, on va créer des conditions demain à pouvoir accéder à des systèmes. Bon, c'est un petit exemple, mais voilà, le travail groupé est extrêmement important. Le travail de partage d'informations l'est aussi, et notamment pour dire aux entreprises que cette transformation écologique n'est pas réservée ou n'est pas la seule responsabilité des grandes entreprises ou de certains secteurs d'activité. Tout à chacun peut mener des actions, je dirais, positives en la matière. Nos actions avec le soutien de l'ADEME et de la région portent essentiellement sur le secteur industriel ou les grosses PME, avec des effets leviers significatifs en termes de préconisation, mais nous menons aussi des actions fortes auprès des commerçants en lançant des éco-défis. L'idée, ce n'est pas simplement faire une publicité, une simple communication, mais bien des actions fortes et qui jouent un rôle important dans le compte de résultat de l'entreprise. Parce qu'effectivement, ce point-là est un point extrêmement important. C'est vrai qu'on peut se dire que cette génération aujourd'hui attend de la jeunesse de prendre en charge cette responsabilité écologique. On peut penser la même chose des petites entreprises qui peuvent regarder en se disant ouais, finalement, c'est quand même au gros de faire. Oui, et puis les entreprises, mais les citoyens, je pense qu'il ne faut pas opposer les citoyens et les entreprises. On a tous à peu près les mêmes comportements. Mais on est dans un environnement instable, avec une difficulté aussi à prioriser. On a un certain nombre de sujets. Pour les entreprises, c'est aussi le recrutement. Mais il y a peut-être effectivement des correspondances à trouver. Travailler sur la marque employeur, intégrer le volet RSE. Finalement, c'est tout un modèle économique qui doit être repensé. Et ce n'est pas simplement quelques actions ponctuelles. Il faut qu'il y ait une véritable intégration. Et ça, c'est permis à toute entreprise que de pouvoir réaliser ce travail sur son modèle économique, sur ses projets futurs. Charlie, je vous laisse passer votre micro à votre voisin et je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions pendant cette table ronde grâce à l'application Klaxoon. On aura un petit question-réponse en fin de cette table ronde. Jean, je ne vous lâche pas, j'ai encore quelques questions pour vous. Quelles stratégies peuvent développer les collectivités locales, justement, pour accompagner la transition écologique? On parle entreprise, mais... à l'échelon local, celle de Copenhague, des stratégies qui sont multi-leviers, qui s'intéressent qui touchent tous les publics. Voir que, par exemple, aussi des stratégies qui jouent sur l'imaginaire et le positif. Par exemple, comme Copenhague a décidé de supprimer certaines voies pour laisser passer pour les vélos et pour réduire la circulation automobile, elle a expliqué qu'elle allait créer des terrasses de café.
Bon, ça paraît curieux dans un pays qui est froid, et pourtant, ça a marché. Je veux dire que alors, les terrasses sont peut-être pas très écolo, parce qu'on se peut-être chauffé au gaz, mais enfin, l'argumentaire était positif. Ça donne une idée, et beaucoup de villes, moi je pense à Nantes, que je connais bien, ont joué ainsi sur l'imaginaire, sur le végétal, pour faire changer les comportements en douceur, sans contrainte, enfin sans avoir appliqué drastiquement une contrainte en disant on interdit. Vous voyez, alors maintenant, une autre échelle qui est importante, c'est l'échelle de la région, puisqu'on est quand même là ici pour parler de politique régionale. Et je crois que la région a plusieurs cartes importantes. D'une part, c'est elle qui détermine les politiques industrielles, qui a la politique économique, qui a aussi la main sur les politiques universitaires et de recherche. Et je donne un autre exemple que je connais bien, c'est la région Pays de la Loire, qui a créé de toutes pièces un pôle de compétences dans l'éolien et le solaire, alors qu'il n'y avait aucune base. C'était en s'appuyant sur l'école des mines qui elle-même avait été créée récemment. Il y a vraiment un pôle qui aujourd'hui fonctionne avec notamment une société Life qui est spécialisée dans l'hydrogène à partir d'éolien. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'était créé avec l'impulsion des pouvoirs publics. Alors bien sûr, il y avait un tissu qui était propre, mais qui a vraiment joué un rôle. L'autre levier très important que peuvent jouer les régions, c'est la desserte par le rail. Et aujourd'hui, en France, et c'est un facteur important pour transformer notre cadre de vie et le rendre plus écologique. Parce qu'aujourd'hui, on a, par exemple, un parc de logements vacants de 8% qui est essentiellement dans les villes moyennes. Et la dynamique de ces villes, elle se joue de façon très importante sur la desserte par le rail. À titre indicatif, en Suisse, on a une densité de desserte ferroviaire 4 fois supérieure quand on prend le nombre de kilomètres par kilomètre carré à la France. On ne va pas créer des lignes nouvelles en France, mais on peut très bien améliorer les dessertes, notamment les dessertes transversales. Aujourd'hui, tout le système ferroviaire français est fait pour centraliser vers Paris. Il faut 1h30 pour aller de Metz à Paris, il faut 3h30 pour aller de Metz à Besançon, donc dans la même sphère régionale, alors qu'avec des distances équivalentes, vous voyez. Donc il y a vraiment un travail à faire sur les dessertes transversales. Mais la France est un grand pays, ce n'est pas simple. Pardon ? La France est un grand pays, ce n'est pas simple. Oui, non, mais il y a aussi la technique. Par exemple, les Suisses sont en train d'étudier des navettes sans chauffeur, des navettes ferroviaires, qui permettraient d'avoir des dessertes beaucoup plus fréquentes. Vous n'avez peut-être pas connu ça parce que vous êtes très jeune. C'est gentil. Dans les campagnes, autrefois, il y avait ce qu'on appelait des Michelines, des autorails, des petites véhicules où il y avait 50 ou 60 places et qui desservaient des communes. Il faut voir qu'en France, en 1930, le plan Freycinet, c'était 30 000 km de voies et tous les chefs-lieux de canton, c'est-à-dire des bourgades de 2000, 3000, 5000 habitants, étaient desservis par le train. Alors on ne va pas recommencer ça parce que les voies étaient supprimées, mais pour montrer qu'on a vraiment... Ça va se jouer sur le transport ? Pardon ? Vous pensez que ça se jouera sur le transport ? Je pense que oui, si on veut faire de l'aménagement du territoire, et notamment décompresser les métropoles qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à être écologiques quand même, parce qu'il y a des densités, il y a des problèmes d'approvisionnement, il y a des problèmes aussi d'îlots de chaleur, hein, qui vont obliger à un peu décentraliser, déconcentrer notre concentration urbaine. On l'a bien vu après le Covid avec le phénomène du télétravail qui a permis de donner une souplesse. Bien, il faudra que les villes moyennes soient bien desservies par le train et le rail, sinon on va recréer des flux de voitures qui vont... voilà. Je vais redonner la parole à Charlie Lalo à côté de vous. Comment fait-on pour démultiplier les projets d'écologie industrielle sur un territoire ? C'est vrai que ce qu'a dit Jean-Philippe est vraiment important. Il y a un certain nombre d'entreprises qui évoluent sur des filières complètement différentes, qui finalement ne vont jamais se rencontrer. Ils ne sont ni fournisseurs, ils ne sont pas clients, donc ils vont être vraiment sur des secteurs complètement différents. Je vais prendre un exemple au niveau de Solvay, et si je dis des bêtises en termes d'ordre de grandeur, Nicolas pourra me corriger avec force après, mais un acteur comme Solvay, dans l'ensemble du process, va se retrouver avec un produit de sortie qui va être d'environ 150 000 tonnes de calcaire. Dans ces 150 000 tonnes de calcaire, il y aura à peu près 30 000 tonnes de calcaire incuit. Vous avez juste à côté un cimentier qui s'appelle Vicat, qui lui utilise du calcaire incuit dans justement la génération du ciment. Vicat le prélève en ressources primaires. Donc il va le prélever sur un autre territoire, peut-être en France, peut-être à l'extérieur. Finalement, sur
des volumes, enfin il faut vous dire, 30 000 tonnes, c'est à peu près 16 000 voitures, 16 000 berlines qu'on met les unes sur les autres, pour se rendre compte de l'ordre de grandeur. Finalement, on peut avoir une synergie entre les deux qui permet d'avoir une prise sur la ressource qui va être bien moins grande. Et on le voit, l'échelle de la zone d'activité, elle est vraiment intéressante. Vous prenez une zone d'activité qui aujourd'hui, avec les problèmes énergétiques, doivent sécuriser en fait cette partie-là. Vous avez un principe que nous on a développé, et là d'autres territoires le font, et c'est vraiment très bien, d'autoconsommation photovoltaïque collective. Vous prenez un ensemble d'entreprises, certains seront des producteurs, on fait une boucle et on autoconsomme, à plus de 80%. Ça décorrélèle du marché d'EDF, et en plus, comme c'est un accord de gré à gré, on peut le faire sur 10, 15 ans, et on a sécurisé. Donc on augmente l'attractivité d'une zone, on participe à sa transformation sur le territoire, et c'est vraiment comme ça qu'il faut essayer de le convaincre, c'est qu'on prend des gros producteurs, et après on descend, on voit comment chacun peut avoir une utilisation de ses ressources pour arriver à générer des projets. Je donne un autre exemple, stockage de CO2. Vous avez des gros industriels sur le territoire. Quand vous regardez, je crois que sur les 50 que le président de la République a évoqués comme ceux qui émettent le plus, on doit en avoir 10% sur le territoire. Donc vous faites toutes les étapes de transformation, de décarbonation, etc., de défossilisation. Et vous arrivez à la possibilité d'un stockage de CO2. Quand vous êtes une structure publique avec le territoire, votre participation là-dedans, elle est assez limitée. Mais vous en avez une. C'est-à-dire que les industriels, porter le risque, c'est quelque chose qui est possible, mais jusqu'à une certaine limite. On est sur des investissements qui sont peut-être allés de 50, 100 millions d'euros. Par contre, quand on crée le projet avec l'Université de Lorraine et qu'on regarde comment on peut créer l'opportunité. Donc là, nous, on engage, c'est peut-être 100, 150 000 euros. On fait un état des lieux de nos ressources des sols et on voit la capacité que l'on aurait à stocker du CO2. Donc à la fin de ce process, c'est en cours, et ben peut-être que dans 1 an ou 1 an et demi, on va voir des industriels et on leur dit « Ok, on a fait notre partie du travail, la création d'opportunités. Si vous investissez, je dis n'importe quoi, 50 millions dans le projet, on sait que ça pourra vous rapporter peut-être 110 millions. » Et là, on a dérisqué le projet. Donc je pense que déjà, modestement, le fait de pouvoir intervenir sur ce type de projet, c'est vraiment extrêmement important. Alors, j'ai bien compris votre exemple. Qui est à la charge de cette initiative ? Sur le stockage de CO2, c'est mon collaborateur Loïc qui était allé voir l'Institut de géologie, qui avait fait plusieurs papiers sur le stockage de CO2. Et on leur avait dit, si on réunit plusieurs entreprises et qu'on réfléchit justement à un travail de recherche là-dessus, qui pourrait avoir une boucle, est-ce que ça vous intéresserait ? L'Université de Lorraine a tout de suite levé la main. Donc finalement, c'est un projet qui sera juste une initiative Lore-Up et on n'en aura pas la propriété. D'ailleurs, on ne la veut pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle nous dépasse et l'université va le piloter. Ça va être son rôle avec l'ensemble des industriels. Et d'ailleurs, pour un petit exemple qui peut-être est une prévision de l'ancrage de l'écologie industrielle, les filières non délocalisables, pour un territoire, faire de l'EIT, c'est ancrer une industrie. Je vous donne un exemple sur un projet qu'on accompagne, une aciérie, la SAM, qui produit des modèles de ferraille pour le secteur du bâtiment. On voit que le four est à 1400 degrés, qu'on peut alimenter un réseau de chaleur qui est le réseau de chaleur de 9 maisons. Ça peut potentiellement leur apporter 1,5 million d'euros par an. Donc vous avez participé finalement à cette transformation écologique. Et en plus, pour un territoire, il y a une manne financière pour l'entreprise qui, si jamais elle devait se déplacer pour des raisons de compétitivité, va se dire « mais j'ai quand même des aménités et des ressources qui me sont données par ce territoire et qui vont m'y ancrer ». Ça, c'est notre côté un petit peu malin pour arriver finalement à menotter nos entreprises les plus belles sur le territoire. Mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on peut faire à travers notamment de l'EIT, des grands projets d'EIT. Et ce sera presque le mot de la fin, peut-être une réaction à ce que vient de dire Charlie ? Oui, enfin, je crois qu'il y a une réaction sur l'ensemble. Il y a une question qu'il ne faut pas oublier, c'est les questions de notion de désir et de liberté. Aujourd'hui, la notion de liberté est très importante dans les réactions politiques et comportementales des Français. Et toute modification, mesure écologique qui est prise comme une atteinte aux libertés prend un handicap énorme, quoi. Donc il faut être malin pour rendre désirables des choses qui sont effectivement contraignantes, parce qu'on ne pourra pas ne pas contraindre.
Voilà. Très bien, merci. Oui, simplement, je dirais effectivement transformer les contraintes en opportunités. Si on est assez peu convaincu, c'est au moins par ce biais-là qu'il faut travailler. Et puis voilà, s'ouvrir, échanger, discuter. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Et j'invite les personnes dans la salle à regarder le programme Noé que nous avons mis en place et qui explique les différents parcours en fonction de votre maturité pour avancer sur ces sujets. Très bien, merci messieurs. Alors on ne se quitte pas, on va passer aux questions-réponses. Je vais regagner ma table au milieu. Petite chorégraphie. Alors, je ne sais pas si vous avez bien participé, si vous avez des questions. Elles vont s'afficher derrière moi, je pense, dans quelques instants. On va essayer de se partager les questions. Alors, celui qui veut répondre, lève la main, et puis je ferai un petit peu la maîtresse d'école pour vous interroger. Mais ce n'est pas noté. Ça change. Les questions-réponses, elles arrivent. Normalement. Sinon, moi, j'ai une petite question pour qu'on puisse continuer à discuter. N'oubliez pas, vous avez les micros devant vous. Comment est-ce qu'on fait pour mobiliser les citoyens, les acteurs économiques et les territoires autour d'une cause, d'une problématique? Comment est-ce qu'on fait pour se réunir tous ensemble autour d'une table? Louis, peut-être? Je pense que l'initiative organisée par Veolia, c'est un super moyen de le faire, parce que ça permet à différents acteurs de se rencontrer. Alors, par exemple, moi, en tant qu'étudiant qui représente les ingénieurs qui vont être le nouveau vivier, surtout dans le Grand Est, les ingénieurs des mines de Nancy, pour passer de projets à des solutions qui vont être mises de manière concrète. Et d'autres acteurs, quoi. Monsieur Lalo, par exemple, d'un point de vue plus économique, et aussi des artistes, des personnes plus engagées pour essayer d'accompagner, encore une fois, une question autour des nouveaux récits et des nouvelles solutions à mettre en œuvre sur ces questions-là, quoi. Je n'ai toujours pas de nouvelles questions. Alors, quelqu'un d'autre pour réagir à celle-ci? Il faut articuler les échelles, parce qu'on peut trouver facilement des consensus à des échelles de quartier, et puis d'échelle de quartier construire un consensus à l'échelle locale. Mais si vous commencez à poser une question à niveau national, vous pour ou contre la maison individuelle, vous êtes sûr de diviser la France en deux, vous voyez. Donc il y a toute une construction qui se fait. Et là, les collectivités locales ont un rôle fondamental à jouer. Éviter les crispations. Les voici les questions. Petites. Alors, une question pour François Gémen. Si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous en premier? Une jolie question, pleine de poésie. Je permettrais à chaque épargnant en France de voir exactement ce qui est financé avec son argent. Il y a dans les comptes bancaires d'épargne en France la somme actuellement de 4 400 milliards d'euros. Donc pour donner un ordre de grandeur, sur la réforme des retraites, on cherchait 17 milliards. 4 400 milliards d'euros sont dans des comptes bancaires en France et financent évidemment l'économie par divers moyens, par des livrets A, par des assurances-vie, par des plans d'épargne logement, etc., etc. Mais beaucoup de Français n'ont aucune idée de là où est investi leur argent. Ceux d'entre vous qui ont une assurance-vie, par exemple, je pense que vous seriez bien en peine de savoir exactement où la banque a placé les fonds de votre assurance-vie. Si chaque Français avait la possibilité de voir exactement ce que son épargne finance, je pense que beaucoup seraient effrayés de voir que leur argent finance certaines choses qu'ils n'ont pas du tout envie de financer et à l'inverse, ne finance pas certaines choses qu'ils souhaiteraient voir financer. Et donc si on avait la possibilité de dire, voilà tel bon d'État, potentiellement au niveau régional, au niveau des territoires, pour financer telle nouvelle ligne de tramway ou telle nouvelle ligne de bus. Si vous aviez la possibilité de financer X éoliennes offshore, etc., je pense qu'on pourrait mobiliser des fonds absolument considérables qui, pour le moment, ne sont pas mobilisés et qui, de surcroît, seraient également rentables. Et donc, si j'avais une baguette magique, je permettrais à chacun et à chacune de savoir exactement ce que finance son argent. La transparence bancaire. Oui, il faut une baguette. Oui. Ce que vient de dire François Gémen. Je vous en prie, Jean. Au Danemark,
la production d'énergie renouvelable est souvent sous la responsabilité de sociétés d'économie mixte locales, et celles-ci ont l'obligation légale d'ouvrir 20% de leur capital aux citoyens qui sont en même temps citoyens, actionnaires et usagers de l'électricité produite. Donc, une triple motivation pour rentrer dans la boucle. Merci pour ce complément d'information. Une question pour Louis. Qu'est-ce qui vous rend optimiste aujourd'hui? Et j'ai une autre question pour vous, Louis, peut-être pour nous faire une réponse un peu groupée. Ton futur travail se trouvera-t-il dans le Grand Est? Quelqu'un peut-être intéressé, je ne sais pas. N'hésitez pas à venir me voir après. Non, je pense que Louis va signer un CDI. Non, pour être un petit peu plus sérieux, qu'est-ce qui me rend optimiste? Alors je pense que déjà, être optimiste, c'est l'une des clés de la solution. Tout ne me rend pas optimiste, hein. Honnêtement, pour être vraiment plongé dans le milieu qui tourne autour de ces questions écologiques-là, je vois encore un nombre de choses où je suis concerné et affligé par la réflexion de certaines personnes. Non, ce qui me rend optimiste, c'est à quel point la sensibilisation, elle peut avoir un impact sur les personnes. Moi, je vois, par exemple, avec mes parents, le fait de leur en parler, le fait d'aborder ces questions-là en famille sans rentrer forcément dans le conflit et essayer d'être sensible avec eux. Par exemple, je leur ai fait une initiative qui s'appelle la fresque du climat. Et ben, je vois à quel point ça leur a permis de changer leur façon de penser. Et ouais, enfin, ils ont complètement inscrit dans leur manière de faire leurs déplacements, dans leur manière de consommer, des questions qui, il y a encore 5 ans, 10 ans, quand moi-même, je n'étais pas forcément au fait de toutes ces questions-là, n'étaient pas un critère de choix, quoi. Et c'est aussi un autre aspect qui me rend optimiste, c'est la prise de conscience qu'on observe au niveau politique. Alors, il y a encore tout un pan entre la prise de conscience et la réalisation des choses d'un point de vue politique, mais on voit que les questions autour de l'écologie, elles ont pris quand même plus de temps de parole et bon, pas forcément encore au niveau qu'elles auraient dû avoir, mais elles ont pris beaucoup plus de temps de parole sur la question. On l'a vu au présidentiel et malheureusement ou heureusement, une plus grande visibilité, c'est ça ? Une plus grande visibilité, ouais. Quand on voit l'extrême droite qui s'intéresse maintenant à ces questions-là, on peut le déplorer ou on peut en être ravi. Ça, c'est chacun à son point de vue et je ne vais pas rentrer dans la polémique. Mais on voit que c'est des questions qui prennent plus de part. Ensuite, sur la question du Grand Est, pour l'instant, bon, j'ai 22 ans, je ne sais pas encore. J'essaierai d'avoir un métier où j'aurai le plus d'impact. Donc si c'est dans le Grand Est, avec plaisir. Si c'est ailleurs, on verra. Alors, la suite des questions. En ce qui concerne l'acceptabilité sociale, pensez-vous que des outils tels que les consultations publiques sont adaptés à la demande des citoyens en termes de participation? Voilà une question qui est vaste. Quelqu'un pour répondre? Charlie? Ah, ou Jean? Oui, donc à l'échelon local, il y a beaucoup de villes qui se sont lancées dans des exercices de concertation assez détaillés et qui aboutissent à des réalisations concrètes. Par exemple, pour renaturer des territoires, des rues en asphalte, les transformer en paysage public. Des villes comme Rennes ou Nantes ont consulté la population, on les a même fait dire quel est le jardin que vous voulez à la place de la rue ou de l'autoroute qu'on va transformer en espace public. Donc là, ça marche. Par contre, à l'échelon national, on a bien vu les limites de la consultation qui a été faite à l'échelle de l'État pour la transition écologique. Bon, avec le fait que ça doublait la Chambre des députés, que finalement, une partie des recommandations n'a pas été mise en œuvre. Donc là, il y a une ambiguïté qui n'a pas été finalement très satisfaisante. Merci beaucoup. On passe à la prochaine question. Alors attendez, que je m'y repère un petit peu. Est-ce que des entreprises arrivent à intégrer la sobriété dans leur business model? On peut le faire à deux voix. À deux. Non, mais je pense qu'une entreprise, elle a un compte d'exploitation à gérer, elle a des charges à maîtriser. Je pense que ce sujet-là, maîtriser les charges, est inhérent à l'entreprise et qu'elle ne cherche pas à gaspiller de la ressource. Après, il y a effectivement des prises de conscience, mais encore une fois, comme tout à chacun, comme chaque individu, où effectivement, il y a parfois le poids des habitudes. On fait comme ça et on ne regarde plus. C'est vrai que quand on intervient sur site, il y a parfois des recommandations qui nous paraissent assez évidentes, où on se dit, mais qu'est-ce qu'on va apporter à une entreprise de 300 personnes qui est structurée? Et bien, des fois, l'effet miroir
est assez intéressant, donc on peut apporter. Donc je pense que la sobriété, elle est intégrable et elle est de toute façon nécessaire et dans les gènes de l'entreprise. Un autre moyen de sobriété, c'est aussi l'éco-conception. Et là, il y a peut-être un petit peu plus de sujets pour intégrer ce volet-là. Limiter aussi les déchets. Pour limiter les déchets, autant produire le moins possible à l'entrée. Donc là, je pense qu'il y a des vrais sujets d'accompagnement des entreprises en amont et en aval. En amont, c'est dans la réflexion collective aussi, c'est dans l'intégration d'un projet de cette nature, se réinterroger sur le modèle économique, être dans des innovations, apporter beaucoup d'innovations dans les entreprises. Donc là, il y a un sujet fort en amont et certaines entreprises ont de bons succès. Sans oublier aussi l'approche client, qui est extrêmement important, client-consommateur. Là aussi, c'est un point important. Je prends un exemple tout bête. On demande à nos commerçants de fermer leurs portes, ce qui n'était pas dans la logique des choses, et de baisser les lumières dans les magasins. Ça paraît être du bon sens. Quand on est client, est-ce qu'on réagit de la même façon? Est-ce qu'on ne se dit pas, tiens là, on ne voit pas grand-chose dans le rayon au fond du magasin? Donc voilà, il y a quand même une ambivalence à un moment donné qu'il faut qu'on arrive à dépasser. Et ça doit être concordant, c'est-à-dire c'est pas l'entreprise versus le consommateur, c'est bien les deux ensemble. Puis un dernier point sur l'aval, par exemple, sur les déchets, je pense qu'il y a des sujets, ça rejoint la réflexion de tout à l'heure. Sur la massification, à un moment donné, des déchets, alors on a des filières qui sont très bien organisées, mais à un moment donné, il faut aussi donner possibilité aux entreprises, celles qui sont peut-être les plus modestes, qui n'ont pas forcément la capacité de mettre 5 bennes sur leur site, avec notamment toute la pression foncière que l'on connaît aussi et les enjeux à ce niveau-là. Il y a aussi des réflexions à mener pour être sobre en gestion de ces futurs déchets. Merci beaucoup. Alors Charles, je vais vous demander de faire court, mais je vais vous donner un complément de question avec la sobriété est une pauvreté désirée. Justement, ouais. Comment engager les entreprises dont le but est de créer de la valeur? Elle est très belle cette question, j'avais très envie d'y répondre. Alors je comprends l'idée qui est derrière, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que la sobriété, elle est vraiment multifactorielle. Et on le voit, c'est soit dans ce que l'on utilise en termes de ressources. Je vous donne un exemple. On a la chance en France d'avoir un système d'eau potable qui est accessible à tous. L'ensemble des territoires nationaux n'ont pas cette chance-là, mais avec des entreprises qui travaillent à 80% en surqualité. Vous avez des entreprises, comme elle n'est pas chère, qui utilisent de l'eau potable pour de l'extrusion, donc des systèmes de lavage dans les process industriels. Donc on est en surqualité. Leur dire qu'ils peuvent avoir un cycle d'eau usée et que ça sera largement suffisant pour faire de l'extrusion notamment, c'est rentable et c'est de la sobriété. D'une certaine manière, alors là, je vais sur un sujet qui est un petit peu plus difficile. Il y a certaines entreprises où on peut se poser la question d'une augmentation de la rentabilité avec de la sobriété, en réduisant justement son chiffre d'affaires. C'est un sujet qui n'est pas facile, il ne faut pas l'écarter, mais il y a certains industriels qui se disent comment je peux être sobre en termes de chiffre d'affaires, mais tout en augmentant ma rentabilité. Est-ce que c'est une montée en gamme? Est-ce que je reste sur la même gamme, mais il va falloir que je sois plus performant sur d'autres parties? C'est pour ça que c'est un sujet qu'il ne faut pas, à mon avis, résumer à je vais avoir moins ou je vais utiliser moins, et donc du coup, ça va générer une pauvreté au quotidien. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça en fait partie, parce que si ça n'était que la partie que j'ai évoquée, ça serait presque trop facile, mais c'est un sujet qu'il faut prendre par vraiment une multiplicité de bouts. On n'a plus beaucoup de temps, alors je vais essayer de regrouper des questions. Pourquoi le législateur n'est-il pas plus volontariste sur des aberrations comme l'eau en bouteille ou la non-taxation du carburant de l'avion? Et on va le mettre avec la grande distribution. Ne constitue-t-elle pas un exemple fort d'ambivalence et fort sur certains aspects? On parle toujours du conditionnement, par exemple, mais fruits et légumes des quatre coins du monde, tout au long de l'année. Des choses qui nous paraissent maintenant compliquées. Quand on voit autant de plastique, autant d'emballage, quand on voit que, par exemple, cuisiner avec du film plastique, ça peut rendre fou. Qui veut bien répondre à ces petites questions? Sur la question des aberrations comme l'eau en bouteille ou la non-taxation des kérosènes, simplement parce que je pense que le législateur est très frileux, parce que ça représente aujourd'hui des secteurs économiques importants. C'est-à-dire que l'eau en bouteille en France, ça représente effectivement
une plus-value économique importante. La question de la non-taxation du kérosène, il y a aussi la question, bien entendu, de l'équité. C'est-à-dire que si vous commencez à taxer Air France KLM, c'est certain qu'Air France va râler parce qu'il sera en position défavorable par rapport à Ryanair ou EasyJet qui sont immatriculés en Irlande. Et donc on voit bien à quel point la solution... Une législation européenne dans ces cas-là. C'est ce que j'ai dit, à quel point la solution par rapport à cela va venir soit d'une législation européenne, voire mondiale. Et la législation européenne fait quand même des progrès. Il faut quand même souligner qu'il y a des progrès notables qui sont faits en matière de législation européenne. Encore hier, au Conseil des ministres de Luxembourg, avec l'adoption de la directive sur la restauration de la nature. Mais c'est très très lent et ça contrarie souvent des intérêts économiques. Et tout l'enjeu dans la réorganisation et dans la transformation de l'économie, je crois, c'est de parvenir à sortir d'une économie qui était fondée sur des raisonnements du siècle dernier pour faire entrer véritablement l'économie dans une ère décarbonée. Et aujourd'hui, beaucoup des principes d'organisation de l'économie restent profondément liés, ancrés dans les énergies fossiles. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour en sortir, y compris dans la manière dont on va mesurer la prospérité de l'économie, dans la manière dont on va revoir toute une série d'indicateurs, le PIB, le chiffre d'affaires, les parts de marché, etc. Il y a tout à réinventer, littéralement. Une question très documentée. Aujourd'hui, le bouclier tarifaire finance les énergies fossiles, 45 milliards d'euros en 2023. Pourquoi un tel effort n'est pas mis en place dans le fonds chaleur, 520 millions d'euros en 2022, pour accélérer la transformation? Ça sonne, mais allez-y. Vous pouvez répondre. Si je peux commencer, je pense que sur le problème du bouclier tarifaire, c'est une mesure qui a été décidée en urgence. Oui. Pour éviter à des consommateurs de subir trop fortement la hausse des tarifs énergétiques et pour éviter à des entreprises, notamment beaucoup de PME, de tout simplement devoir mettre la clé sous le paillasson parce qu'elles ne pouvaient plus suivre en termes de facture. Le problème de ce bouclier, c'est que d'une part, ça a mobilisé énormément d'argent qui n'a pas été investi dans la transition énergétique, bien entendu, et notamment potentiellement dans ce fonds chaleur, mais qu'en plus est retourné indirectement dans la poche des compagnies gazières et pétrolières, puisque c'était de l'argent destiné à ce que les gens puissent payer leurs factures. Et c'est ce bouclier tarifaire qui a largement contribué au super profit des compagnies gazières et pétrolières, qui à leur tour ne vont pas les inciter évidemment à désinvestir du pétrole et du gaz, puisque ça rapporte encore tellement d'argent. Et donc on voit bien à quel point notre dépendance face aux énergies fossiles, et je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire ce bouclier tarifaire, je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été dans la position des gouvernements à ce moment-là, mais on voit bien comme on est dans un cercle vicieux qui, d'une part, détourne de l'argent public qui aurait pu être consacré à la transition énergétique et va au contraire renforcer les profits des multinationales des énergies fossiles. Une entreprise doit-elle toujours avoir comme objectif de faire de la croissance ? J'ai l'impression d'être au bac philo, parfois. Il y a des entrepreneurs parmi nous. Eh ben, j'ai envie de dire, ça dépend quel type de croissance. Et si on parle croissance de chiffre d'affaires, peut-être que non, justement, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, il y a plein d'autres types de croissance qui concernent notamment l'implication sur le territoire avec les salariés. Et je pense, alors ça c'est une question qui est très difficile, donc je vais être trop bavard. Mais par exemple, à la Chine, on va faire la comparaison avec des sociétés qui, justement, misent sur une forte croissance, une forte consommation. Si nous, on ne joue pas le même jeu, est-ce que du coup, on ne va pas se tirer une balle dans le pied ? Pour certains secteurs d'activité, il y a ce qu'on appelle en économie le souci de la taille critique, qui est que pour pouvoir peser, en effet, il faut faire une certaine taille. Alors c'est vrai qu'on est limité parce que parfois quand on essaye de créer des géants français, il y a quelque chose qui s'appelle l'autorité de la concurrence et qui peut être un petit peu gênant sur cette partie-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est à mettre en avant? C'est-à-dire, est-ce que des super géants qui certes peuvent finalement faire bouger les équilibres économiques européens, est-ce que c'est si mal que ça? Est-ce que, par exemple, dans une économie qui va devoir être très puissante sur de la transformation, notamment écologique ou sur ces secteurs-là, est-ce que finalement c'est si dangereux et ça ne peut pas être vertueux sur ce type d'impact?
Et alors, ce sera vraiment la dernière question. Alors, malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Plus de pétrole, plus de gaz, plus d'uranium, ni de métaux rares, ni de cuivre. Comment envisager sereinement la transition écologique et la décarbonisation de l'économie dans ce contexte? Pardon. La fusion nucléaire, non, je plaisante. Mais il y a des projets, il y a des projets intéressants. C'était une blague. C'est pas vraiment une blague au final. C'est une blague de 30 ans pour les chercheurs qui vont la comprendre. C'est une blague vraiment sur le long terme. Mais ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Ouais. Très bien, merci messieurs. On va s'arrêter là pour les questions-réponses. Ce n'est que la première table ronde. Vous aurez encore l'opportunité de poser vos questions pour la deuxième, troisième et quatrième. Nous allons faire une pause d'un petit quart d'heure. Vous allez retrouver donc Arnaud Caël à 11h pour la suite du programme avec la deuxième table ronde sur le thème de l'indépendance énergétique. Mais juste avant de se retrouver, je vous laisse découvrir la bande-annonce vidéo du livre Ops de Yannick Monget, que je remercie. Merci beaucoup pour votre vision et vos solutions.